La France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. D'accord? Mais dans ce cas-là, comment est-ce qu'on a fait pour lancer Airbus, pour lancer Dassault, pour faire voler le Concorde? Si on a pu faire tout ça, c'est bien qu'on en avait trouvé du pétrole, et pas qu'au Moyen-Orient. Si notre grand pétrolier s'appelait Elf Aquitaine, ce n'est pas parce qu'il extrayait du pétrole au Texas, mais bien en Aquitaine. Mais ça a un jour existé parce que des Français ont fait les efforts nécessaires pour donner à leur pays une souveraineté pétrolière. Et si aujourd'hui personne ne se souvient du forage de Lac à peine 30 km de Pau en France, c'est bien parce qu'on a tout oublié et que la souveraineté ne nous intéresse plus. Alors si malgré tout c'est un sujet qui vous intéresse, laissez-moi vous raconter l'histoire de la souveraineté pétrolière en France. Et vous allez voir que même en se limitant à ce qu'il s'est passé en métropole, l'histoire est extrêmement riche. Mais cette histoire commence dans la boue des tranchées. En 1917, la France est en train de reprendre l'avantage dans le conflit qui l'oppose à l'Allemagne. L'apparition des chars anglais et français, notamment le FT-17 de Renault, lui permet de sortir des tranchées et de grignoter du terrain aux Allemands. À la fin de l'année, le président Georges Clemenceau réunit ses généraux dans un bureau secret du palais de l'Élysée et ensemble, ils préparent la grande offensive, l'attaque finale, qui mettra enfin un terme à cette boucherie. Mais cette fois, l'intendance ne suit pas. La France et toute son industrie peuvent armer 1 million de Français, mais personne ne sait où trouver de l'essence. La France n'a pas de pétrole. Le président de la République est donc contraint d'envoyer au nom de tous les Français un télégramme suppliant aux États-Unis. Si les Alliés ne veulent pas perdre la guerre, il faut que la France combattante, à l'heure du suprême choc germanique, possède l'essence aussi nécessaire que le sang dans les batailles de demain. La France seule n'a plus les moyens de remporter ces guerres. En 1918, la situation n'est pas meilleure. Les grandes puissances mondiales triomphantes ont toutes déjà leurs géants pétroliers. La Standard Oil, la Shell, la British Petroleum saturent le marché français alors que l'État français, lui, est sur la réserve. En pratique, on est tellement dépendant du pétrole étranger que si les Américains voulaient nous renvoyer en guerre, ils n'auraient qu'à stopper le robinet pour étrangler notre économie. Et là, est-ce que vous croyez vraiment qu'on aurait le choix? Il faut donc absolument trouver du pétrole chez nous, en métropole. Mais on n'a rien, on n'est pas le Texas. On lance alors quand même un plan pour faire plus de 150 forages en 10 ans. Et rien ne ressort. À la limite, le seul réel champ pétrolier que l'on parvient à exploiter est celui des sables bitumeux de Pechelbronn en Alsace, et encore, ils étaient connus depuis Louis XV. Ainsi, on finit par se retrouver en 1936, et Hitler devient hors de contrôle. En France, on n'a toujours rien. Pour comprendre pourquoi on a autant de mal à trouver du pétrole en France, il faut revenir au principe de formation du pétrole. Des millions d'années en arrière, dans certains océans, des micro-organismes comme du plancton sont morts puis se sont retrouvés mélangés avec des sédiments, puis se sont fait piéger dans le sol et se sont enfoncés. Lorsqu'ils sont arrivés à environ 4000 mètres de profondeur, sous l'effet de la pression, les micro-organismes se sont transformés en gaz et en pétrole. À ce moment-là, comme le gaz et le pétrole sont plus légers que la roche, ils vont remonter jusqu'à être piégés par une couche imperméable, de l'argile par exemple. Et donc cette couche imperméable et la présence d'un ancien océan sont des indices sur lesquels on peut s'appuyer pour imaginer qu'il peut y avoir du pétrole dans le sous-sol. Et en France, ces deux indices, on les retrouve en particulier à un endroit, le sud-ouest. On tente un premier forage à la fin de l'année 1936, mais rien. À Saint-Marcé, le 14 juillet 1939, jour d'une fête nationale un peu lugubre vu le contexte, on trouve enfin du gaz. Enfin. La France a donc bien des énergies fossiles, ce qui veut dire qu'elle n'est pas condamnée à devenir une puissance secondaire. Mais là c'est trop tard, la France est balayée par l'Allemagne, et même si elle avait tenu, elle aurait manqué le carburant en quelques mois.
Ainsi, la guerre passe, et un Alsacien arrive un jour à Pau, en 1946. Il s'appelle Jean Fégé. Il vient de traverser une France en ruine, et la ville du Sud-Ouest n'est guère plus joyeuse. Pau est à l'abandon, et la seule trace d'une gloire passée est son château, le berceau d'Henri IV. Pau a raté la révolution industrielle et est maintenant plus connu pour son calme que pour son dynamisme. Jean y reprend une petite structure, la SNPA, qui a des droits de prospection pétrolière en Aquitaine. Avec quelques employés, il utilise le matériel allemand laissé là pour la recherche pétrolière, dans l'espoir de peut-être donner un jour à la France son premier vrai puits de pétrole. Cependant, le matériel est en mauvais état, et les techniques de forage sont mal maîtrisées par les 6 ingénieurs de l'entreprise. Comme d'habitude, on ne trouve rien. Mais on l'a vu, s'il peut y avoir un endroit avec du pétrole en France, c'est en Aquitaine. Et puis à ce moment-là, c'est plus comme si on avait vraiment le choix. La SNPA n'est pas la seule à être faite de briques et de broc, la France est sur un fil, et si elle ne trouve pas de pétrole rapidement... Il faut donc que Jean se rende à l'évidence, il n'y arrivera pas tout seul. Tout ce qui lui reste donc de trésorerie, il l'utilise pour partir au Texas et aller observer comment on recherche du pétrole, là où tout a commencé. Avec tout l'argent qui a été investi dans le voyage, à leur retour, il faut trouver du pétrole rapidement ou tout risque de s'arrêter. Très vite, ils implémentent donc la nouvelle technique de recherche pétrolière qu'ils ont appris au Texas, la gravimétrie. En fait, Newton, ce qu'il a vu avec cette pomme, ce n'est pas que la pomme tombe. Enfin, si. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt que la pomme est attirée par l'objet le plus massif à proximité. Et en l'occurrence, pour la pomme comme pour nous, eh bien c'est la Terre. Or, la Terre, en première approximation, elle est sphérique, et ce qui fait que la force qui attire notre bonhomme en Australie est nécessairement la même que celle qui attire notre bonhomme en France. Et la formule, c'est 9,8 fois la masse. Mais maintenant, imaginons que sous le français, il y a un gros trou plein d'un liquide très léger, du pétrole par exemple. La première conséquence, c'est qu'on perd la symétrie, l'environnement qui entoure le français n'est pas le même que celui qui entoure l'australien. Et donc il n'y a plus de raison que la force qui s'exerce sur le français soit la même que la force qui s'exerce sur l'australien. Comme en plus on a enlevé de la masse dans l'environnement proche du français et pas dans celui de l'australien, on peut imaginer que la force qui s'exerce sur le français va plus baisser que celle qui s'exerce sur l'australien. Donc autour du français, on détectera un facteur de gravitation qui, au lieu d'être à 9,8, sera quelque chose comme 9,79. Cette différence est détectable et c'est ce qu'on appelle une anomalie gravimétrique. Or, il se trouve justement que pas loin de Pau, à Lac, on trouve des anomalies gravimétriques de ce genre. Fin 1947, les résultats sismiques sont formels. Il existe une structure souterraine qui pourrait bien abriter une poche d'huile. Enfin, on a donc une piste. Le problème, c'est qu'en 1948, l'argent se fait rare. Les cadres dirigeants doivent passer plus de temps à chercher des investisseurs que du pétrole, et les salaires tombent plus souvent qu'il ne faudrait, en retard de 8 à 10 jours. L'entreprise est au bord de la faillite. Mais pour la première fois, on a peut-être une piste sérieuse pour trouver du pétrole en France, et la fièvre de l'or noir s'est propagée à toute l'équipe. Alors personne ne pense même à quitter le navire. Début 1949, on lance enfin un forage de 3000 mètres. Lac 1. À 633 mètres, on a déjà une remontée de pétrole. Et là, ça serait super si on pouvait tomber sur un puits comme au Texas, tout calme et tout gentil. Sauf que là, on a une énorme poche de gaz. Le 19 décembre 1951, elle entre en éruption avec une pression de 600 kg par centimètre carré. Les conditions sont tellement dramatiques qu'on interdit aux 3 villages avoisinants d'allumer un feu par crainte d'une explosion alors qu'on est en plein mois de décembre. Et de même, les routes, les trains, tout est bloqué. La région est mise en quarantaine. Tous les risques sont alors pris dans la panique. Le chef de chantier manque même de se tuer en tombant d'une échelle intoxiqué au gaz. Il faudra plus de 5 jours et 4 nuits de travail pour que les 200 ouvriers de Lac parviennent à reprendre le contrôle du puits.
Ils ont coulé du ciment, installé une torche, mais du coup le puits, il est foutu, non? Et c'est vrai que là, c'est assez cruel parce que on a devant nous un puits d'énergie fossile qui pourrait nous durer au moins 10 ans, mais en même temps, vis-à-vis de Lac, vis-à-vis de ses habitants, vis-à-vis des alentours, le puits est beaucoup trop dangereux pour être exploité. Donc en l'état, on est un peu bloqué. Mais au fin fond du Texas, à des milliers et des milliers de kilomètres de la France, veille celui que les pétroliers appellent quand ils ne sont plus capables de trouver des solutions à leurs problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, un homme, Myron Kinley. En effet, Myron, c'est pas loin d'être le capitaine Flamme. Cet ancien ouvrier de 55 ans, originaire du Texas, exerce depuis 30 ans une profession tellement dangereuse qu'elle lui a coûté une jambe, un bras et une bonne partie de son dos. Son CV à lui, c'est la guérison de plus de 250 puits à travers le monde. Un coup de téléphone et il débarque là où on a besoin de lui, c'est-à-dire partout où on extrait du pétrole. Sa tenue, une chemise à carreaux, un blouson, un pantalon de toile et l'inévitable casquette de GI au cas où on n'avait pas déjà remarqué qu'il était américain. Et forcément, comme il est américain et qu'il n'a pas le temps de niaiser, à peine il descend de l'hélicoptère qu'il lance ses hostilités pour reboucher le puits récalcitrant. Mais malheureusement pour lui, le puits est français. Et comme il est français, il résiste encore et toujours à l'envahisseur. On doit donc retenter l'opération 6 jours plus tard. Cette fois, on injecte 15 mètres cubes de boue et 7 tonnes de ciment sous pression. Le combat dure 1 heure et 5 minutes, et finalement, le puits numéro 3 est bouché et le gisement est stabilisé. En tout, il aura fallu 53 jours pour sauver Lac. Bah voilà, je vous l'avais promis, la France a enfin son premier vrai puits de pétrole français. Mais du coup, tout le truc de souveraineté là, c'était bon, non? Non? En fait, avoir du pétrole, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Ce sont toujours les majors, Esso, la Shell, la BP, qui gèrent l'exploitation et la commercialisation du pétrole en France. Et donc, toute l'infrastructure du transport, de la raffinerie, de la distribution leur appartient. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est de l'essence et pas du pétrole qu'on utilise pour une voiture. Donc si eux ne veulent pas raffiner le pétrole français, eh ben on n'est pas plus avancé, on dépend toujours du pétrole américain. Et de fait, ils ne veulent pas raffiner notre pétrole. En fait, pour comprendre le fond du problème, il faut comprendre que exploiter un puits de pétrole, c'est beaucoup plus rentable que de prendre ce pétrole, de le transformer, de le raffiner et de le distribuer à la pompe. Et donc, si les majors se sont créés un réseau de distribution, c'est pas parce que ça leur fait gagner beaucoup d'argent, mais c'est plutôt parce que c'est le seul moyen pour elles d'écouler le pétrole qui leur a fait gagner beaucoup d'argent. Et donc naturellement, elles n'ont pas nécessairement envie de faire ce travail pour un nouveau concurrent, parce que c'est un concurrent, parce que ça leur fait gagner pas beaucoup d'argent, et puis stratégiquement, c'est toujours bien de mettre les bâtons dans les roues à un concurrent. Donc les Français se retrouvent coincés à leur propre port, avec du pétrole dont personne ne veut, et ce pétrole que personne ne veut acheter, c'est ce qu'on appelle du pétrole orphelin. Je profite pour vous dire que je suis en train d'ouvrir un serveur Discord sur le thème de l'industrie française. Forcément, je suis un gros naze, donc je me suis fait aider par Opalium, que vous devez voir dans les commentaires assez souvent. Et le but, c'est qu'on puisse y parler d'industrie française de manière assez bonne franquette. Alors si vous voulez nous rejoindre et contribuer à mettre la pierre à l'édifice, vous êtes bienvenus. Il faut donc doter la France d'un distributeur qui accepte le pétrole français. Et donc, pour les raisons que je viens de vous exposer, il faut donc un distributeur français. Le problème, c'est que pour l'instant, la distribution du pétrole en France, c'est un bordel. Les majors ont formé un espèce de club qui s'entend officieusement pour ne pas se faire concurrence. Bien sûr, c'est illégal, ça s'appelle un cartel. Un des problèmes, c'est que la CFP, future Total Energy, pense pouvoir racheter un des gros poissons, Caltex, et espère probablement ainsi rentrer dans le club. On ne va donc pas pouvoir s'appuyer sur eux pour former un champion français de la distribution. Pour former notre leader, il va donc falloir s'appuyer sur les petites entreprises françaises de distribution, celles qui survivent tout juste dans cette jungle. Le combat pour faire un groupe français national de distribution s'annonce être combat de David contre Goliath. En effet, c'est pas un combat de la France contre les majors. En politique, ça n'existe pas la France. Si on prend le temps d'y réfléchir, un homme d'État, ce n'est qu'un homme qui est payé comme un fonctionnaire, entouré de gens qui ne rêvent que de le voir tomber, alors que lui, il est seul face à 7 des plus grosses entreprises au monde, leurs cabinets d'avocats, leurs agences de communication, leurs journaux, leurs milliards qui pourraient faire tourner la tête à plus d'un, et puis surtout, une capacité à effondrer l'économie française pour un oui ou pour un non.
Il y a qu'à regarder ce qui se passe quand le pays a des problèmes d'approvisionnement en essence. Je pense qu'on se souvient tous à quel point c'était compliqué en 2022, lors de la grève de l'essence, à quel point tout était bloqué. Et bien là, ça serait encore plus compliqué, puisque ce seraient tous les distributeurs qui, en même temps, refuseraient de distribuer de l'essence au pays. Le patronat a accepté de faire. Malgré tout, le ministre des Finances et le ministre de l'Industrie décident de relever le défi. Directement, via la presse, via la justice européenne, via des campagnes de communication auprès de l'opinion publique française, les ministres subissent une pression énorme. Une technique classique est par exemple d'utiliser ses propres petits actionnaires français pour qu'ils fassent pression sur les députés français, pour qu'eux fassent pression sur le gouvernement, sur le président et bien sûr sur les ministres. Et puis, naturellement, enfin, ils font levier avec la diplomatie de leur pays d'origine, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui forcément vont s'inquiéter publiquement de voir qu'il y a en France un petit ministre de l'Industrie qui fait obstacle à la libre concurrence, autrement dit, qui refuse de plier devant un cartel étranger. Face à la pression, le ministre des Finances démissionne, mais le ministre de l'Industrie, lui, assume. Il assume et il peut assumer parce qu'il a le soutien des deux grands hommes forts de la France à cette époque. Le Premier ministre Michel Debré et surtout le président de la République, Charles de Gaulle. Ainsi, le 20 avril 1960, les distributeurs français sont nationalisés, le grand distributeur américain Caltex est racheté par ce nouveau groupe, et tout le monde est rassemblé sous une égide, l'UGP. Fort de sa nouvelle position, le groupe brise le contrôle des majors sur EDF et lance une immense raffinerie à Feyzin, à côté de Lyon, et règle enfin le problème du pétrole orphelin en France. La France n'est donc plus qu'à 2 pas de sa souveraineté pétrolière. La France a donc maintenant son distributeur. Elle a ses producteurs qui se sont entre-temps multipliés aux 4 coins du monde, d'Irak au Maroc en passant par le Congo ou le Gabon, et a donc une chaîne de production complète. Le problème, c'est que maintenant on a plein d'acteurs, et que pour avoir une vraie stratégie du pétrole français, une stratégie qui puisse faire la guerre aux majors en France et dans le monde, il faut que tout le monde travaille dans une même direction. Le travail final, pour arriver au but du pétrole souverain français, c'est donc de mettre en place une structure complète, organisée et résiliente. Et pour ça, il faut détricoter le bazar existant, mettre en place une direction unique, une marque commerciale unique et d'intégrer tous les producteurs sous une même bannière. Et comme c'est français, il faut le faire avec la manière. Il faut donner à tous les distributeurs une identité commune, une bannière de ralliement que les Français puissent reconnaître. Et pour ça, toute une opération est montée dans le plus grand secret. D'abord, il faut des couleurs. Ça c'est facile, bleu, blanc, rouge. Il faut aussi un logo. Ce sera le trépan, l'outil qui permet de forer et d'extraire le pétrole. Et bien sûr, il sera tricolore. Il faut aussi cette fameuse bannière, quelque chose qu'on puisse voir de loin quand on conduit sur l'autoroute. Ce sera un rond rouge. Et enfin, il faut un nom. Celui-là, on le garde secret. Dernière étape, on fait dire partout en France, via des campagnes de communication mystérieuses, les ronds rouges arrivent, sans que personne ne comprenne ce que ça veut dire. Mais tout va bientôt s'éclaircir. Dans la nuit du 27 au 28 avril 1967, comme un symbole, les 12 000 employés venus de toutes les filiales de distribution en France de ce nouveau groupe se mobilisent pour changer toutes les couleurs, les logos et les panneaux de signalisation des pompes à essence du groupe. En une nuit, la France se couvre de ses ronds rouges, un peu comme quand elle se couvrait de cocarde aux grandes heures de son histoire. Au matin du 28 avril 1967, les Français découvrent Elf. Elf est la nouvelle marque du nouveau géant du pétrole français. Un géant né à Pau, dans le sud-ouest de la France. Un géant dont la mission sera de garantir à la France un apport en pétrole. Un géant nommé Elf Aquitaine. La naissance d'Elf Aquitaine couronne donc un travail de souveraineté de 40 ans. Ce travail, c'est en effet celui de ceux qui ont lancé les premières prospections pétrolières, de ceux qui ont créé l'infrastructure en France et de ceux qui ont réuni chacune des petites contributions en un géant capable de tenir en échec certaines des plus grandes entreprises du monde. Et tout ça, ça a été fait par des gens de tous horizons.
des hommes politiques de premier rang, des petits fonctionnaires, des grands patrons, des petits entrepreneurs, des ingénieurs, des foreurs, des pompistes, comme des explorateurs expatriés dans les déserts du bout du monde. Alors bien sûr, il y aurait beaucoup de nuances interminables à apporter, notamment à cause de la complexité du système pétrolier français. Mais si il y a une chose à retenir, c'est que la souveraineté, ça se mérite. Après, à chacun maintenant de tirer les leçons de la chute d'Elf-Aquitaine qui a eu lieu au début des années 2000. Moi je vous garde le sujet pour une autre vidéo. Pensez en tout cas à vous abonner, à rejoindre le Discord, on y parle d'industrie, et sur ce, à tantôt.